Bonjour tout le monde. Dans cette lecture-ci, on va parler du fameux modèle GPT qui a été introduit par les gens chez OpenAI. Il y a eu deux versions en fait à ce modèle-ci. La deuxième version, c'est des changements assez mineurs là, au niveau architecturaux. Là. C'est plus au niveau de la procédure d'entraînement et du jeu de données qui a été utilisé. Mais on va commencer euh, par parler de GPT, la première version en fait, qui est, le titre de l'article c'est Improving Language Understanding by Generative Pre-Training. Et on va voir que cet article-là, c'est vraiment un peu le début du moment ImageNet, un peu comme en vision, mais pour le NLP, où est-ce qu'on va pré-entraîner un réseau de neurones immense pour ensuite l'utiliser dans des tâches de NLP, de traitement de la langue naturelle, et obtenir des performances qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Donc, dans notre fameuse timeline, on se souvient, on avait Attention Disorder Need en décembre 2017, Transformer Decoder qui est arrivé en janvier 2018, et là, on se retrouve autour de juin 2018 avec GPT qui est proposé par l'équipe de OpenAI. Donc, petit résumé de un peu la nouveauté qui a été apportée. Bon, Generative Pre-Training, ce qu'on utilise, c'est un corpus assez diversifié. Et on est dans le unlabeled text, donc on est dans le non supervisé. Bon, il y a peut-être un petit, par rapport à ce qu'on appelle du modélisation de la langue, comme on a vu des modèles de langue, c'est un peu du self-supervised dans un certain sens. Donc on n'a pas besoin d'avoir un corpus de texte qui est annoté. C'est ce qui est intéressant justement, c'est qu'on peut utiliser toutes les sources textuelles en tant qu'elles soient relativement fiables, en tant que ce soit du texte relativement propre. On peut se servir d'une multitude de sources textuelles qui est disponible sur le web pour pré-entraîner un modèle de langue. Et ensuite, c'est ce qu'on introduit ici avec GPT. On pré-entraîne un modèle de langue, et ensuite de ça, avec un coup qu'on a pré-entraîné pendant X nombre d'heures sur un corpus de texte volumineux, on va l'appliquer sur des tâches qui sont classification de texte, comparaison de similarité entre deux phrases, question answering, bon, ainsi de suite. Et bon, c'est un peu ce que je viens de, de parler. On va après ça fine-tuner cette architecture-là qui a été pré-entraînée seulement à faire du language modeling. On va la fine-tuner sur des tâches qui sont spécifiques. Classification de texte et bon, je viens de les énumérer. Comme je disais, c'est un peu le moment ImageNet, mais pour le NLP. C'est là qu'on se rend compte qu'un modèle de langue en soi, pré-entraîné sur beaucoup, beaucoup de données textuelles, c'est excessivement bénéfique pour toute tâche de NLP. Donc, jeu de données qui a été utilisé, le corpus assez volumineux qui s'appelle le Book Corpus. On a 7000 livres uniques. Et ce qu'on fait sur ce jeu de données-là, c'est qu'on entraîne un modèle de langue. On entraîne le modèle de langue comme on a vu dans la section Language Modeling précédemment. On tente de prédire le prochain mot étant donné un historique. Et ensuite, on va... l'autre partie du jeu de données, c'est qu'on a des exemples qui ont été manuellement annotés par rapport à la traduction automatique. Q&A, ici, c'est pour question answering. Et ici, on va avoir une architecture plus spécifique. Donc, la partie importante de GPT, c'est vraiment le pré-entraînement non supervisé, l'entraînement du modèle de langue non supervisé ou self-supervised, comme on pourrait le dire. Et l'idée ici, c'est d'avoir vraiment un bon point de départ. Toujours penser, toujours comme ImageNet, lorsqu'on entraîne un ResNet sur ImageNet,
et après ça, on l'applique sur un autre jeu, un autre dataset, ben on va forcément avoir des performances meilleures que si on prendrait un ResNet avec des poids aléatoires et qu'on débutait l'entraînement seulement sur notre jeu de données. L'idée, c'est d'avoir un bon, une bonne initialisation de notre réseau de neurones. Donc, l'architecture qui est utilisée, on l'a introduit précédemment, Transformer Decoder. C'est exactement la même architecture que Peter Gilliu. Donc, bon, c'est intéressant qu'on la connaisse déjà. Et ensuite, ce qu'on va faire lorsqu'on a fait notre unsupervised pre-training avec notre Transformer Decoder en tant que modèle de langue, si on se souvient, Transformer Decoder, c'était exactement ce pourquoi on l'avait designé, c'était pour modéliser la langue, pour être capable de générer du contenu textuel. On voulait générer des résumés d'articles de Wikipédia. Et lorsqu'on a pré-entraîné notre modèle de langue, ce qu'on fait sur diverses tâches, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle un supervised fine-tuning. On a des données étiquetées et on va juste un peu, encore je le répète, je pense que je vais le répéter plusieurs fois, c'est le même principe qu'un ResNet. On change la taille du réseau pour la tâche qu'on tente d'accomplir. On va voir un exemple tout à l'heure avec les différentes tâches qu'on peut tenter d'accomplir étant donné un GPT pré-entraîné. Toujours, Think ResNet, c'est vraiment lorsqu'on a une simple classification à faire, on va juste changer la dernière couche. Au moment du fine-tuning, ils ont décidé d'ajouter une perte auxiliaire qui est de toujours tenter de modéliser la langue. Ça, c'est un peu pour régulariser, si on veut. On espère que notre modèle ne va pas oublier de modéliser la langue. On va voir que dans certains cas, c'est bien, mais dans d'autres, un peu moins bien que si on n'ajoutait pas cet objectif-là, cette perte-là. Donc, voici les différents exemples. Et là, bon, on a notre architecture de Transformer Decoder ici. On a Text et Position Embeddings. Et bon, on a une série, on a 12 blocs Transformer comme ça ici. Et on a la Text Prediction Task. Et on a la tâche de classification. Voici comment la tâche, bon, comment on pourrait fine-tuner, étant donné la tâche qu'on tente de faire. Et là, on va revoir un peu les différents, la composante du Transformer Decoder, où est-ce qu'on avait un délimiteur qui était introduit. Et ce délimiteur-là est essentiel pour différentes tâches. Si on fait de la classification textuelle relativement simple, on fait juste insérer notre bout de texte entre ce qu'on appelle un start token et bon, le token de fin qu'on appelle l'extract ici. On prépare cette entrée-là, on envoie ça dans notre transformer, qui est notre GPT, et on fait juste tout simplement ajouter une couche linéaire. La partie en jaune ici, c'est la partie qu'on va changer de GPT. On a une petite couche linéaire pour faire notre classification textuelle. On va avoir une couche linéaire qui va mapper vers le nombre de classes qu'on a dans notre jeu de données. Ici, classification textuelle, c'est assez straightforward, assez simple. Entailments, bon, ici, c'est encore un problème de classification, mais ce qu'on veut savoir, c'est si la prémisse ici est reliée à l'hypothèse qu'on avait, si c'est vrai ou si c'est faux. C'est un problème de classification. Je pense qu'il y a 3 classes dans ce style de tâche-là. Mais bon, ce qu'on a introduit ici, légèrement différent de juste la classification textuelle, on veut savoir si cette prémisse-là est reliée à l'hypothèse. Donc, ce qu'on va faire, on utilise encore le jeton de start ici, mais on va utiliser le délimiteur pour vraiment venir distinguer la prémisse de l'hypothèse avec le jeton de fin ici. Et c'est de cette façon-là qu'on prépare notre input qu'on envoie au transformer ici. Ici, bon, c'est un problème de classification. Ça, c'est des choses communes qu'on commence à avoir et à revoir. Même, on l'a déjà vu avec la classification d'images, mais on doit mapper la sortie du transformer, on doit la mapper vers le nombre de classes qu'on a dans notre jeu de données.
Ensuite de ça, similarité entre deux textes. Ici, on a décidé de calculer la similarité entre le texte 1 et le texte 2 et aussi l'inverse, le texte 2 et le texte 1. Donc, un peu le même principe que l'entailment, ici, la tâche d'entailment. On prépare notre entrée de la sorte avec notre délimiteur qui vient bien délimiter notre texte 1, notre texte 2 et ainsi de suite. On envoie séparément, donc, chacune des inputs. On a deux inputs ici. On envoie ça dans le transformer. Nous donne une sortie. On envoie notre deuxième input dans le transformer qui nous donne une autre sortie. On les additionne et on envoie ça vers une couche linéaire qui va ici faire notre classification, à savoir, ou nous donner un score par exemple, à savoir à quel point ces deux bouts de texte sont similaires. Dans le cas de question answerings, par exemple, où est-ce qu'on pourrait avoir plusieurs choix, on a un contexte et on veut essayer de retrouver la meilleure réponse à ce contexte-là. Contexte qui est possiblement une question. Donc, ici, c'est le même contexte qu'on va retrouver aux trois endroits, mais on a trois réponses qui sont différentes. Un peu comme on a dans la tâche de similarité. On prépare notre input avec le bon délimiteur ici. On envoie ça dans le transformer. Et ici, on va nous donner une couche linéaire qui possiblement va nous donner un score ici. Okay? Entre le contexte et la première réponse. On fait la même chose entre le contexte et la deuxième réponse. Le contexte, la réponse N. On envoie ça séparément dans le transformer. Couche linéaire pour envoyer le tout vers pour que ça nous donne un score finalement. Et étant donné ce score-là, on va designer notre fonction de perte en fonction du problème qu'on a entre les mains et des données. Mais bref, c'est simplement pour vous illustrer un peu le style de préparation qu'on a à faire pour les différentes tâches, mais essentiellement, la grosse partie qui a été pré-entraînée, c'est ce transformer-là, c'est notre GPT, notre modèle de langue qui a été pré-entraîné. Et bon, ce modèle de langue-là avait utilisé une perte auxiliaire, de modélisation de la langue, mais on a aussi notre task classifier qui est essentiellement la couche linéaire. Au niveau des résultats, on a beaucoup de résultats dans cet article-là. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de popularité. Excusez-moi. Et je vous invite à aller voir le papier. Le premier papier. En fait, je vous invite fortement à aller lire les deux papiers, voir, parce que la prémisse de GPT est hyper intéressante, hyper importante également. Je pense que c'est beaucoup plus important de lire le premier modèle la version 1 de GPT et ensuite de se diriger vers la version 2 pour voir qu'est-ce qui a été apporté finalement. Mais je vous invite fortement à aller voir le papier pour avoir plus de détails sur les résultats. Mais ce qui est intéressant, surtout au niveau du nombre de... ils ont fait un peu une sorte de ablation study où est-ce qu'on va augmenter le nombre de couches qui sont transférées. Ici, lorsqu'on transfère vers une tâche spécifique, on a joué sur le nombre de couches qui a été transféré. Okay? Et on voit qu'il y a un peu une amélioration linéaire. Ici, pensez au même titre que les vecteurs de mots préentraînés, fast-text et compagnie. Et là, lorsqu'on préentraînait des word vectors, des vecteurs de mots sur un corpus volumineux, on prend ces vecteurs préentraînés-là, on les mettait dans une tâche, ça améliorait, ou en fait, dans la plupart des cas, ça améliore considérablement les performances du réseau sous-jacent, du modèle sous-jacent qui tente de faire une tâche de NLP, une tâche qui pourrait être une de ces tâches-là, classification, similarité, ainsi de suite. C'est le même principe avec GPT, mais à l'inverse d'avoir juste une couche d'embedding, ce qu'on avait préentraîné. Ici, on a plusieurs couches qui ont été préentraînées. On voit qu'en ajoutant ces différentes couches, bien, effectivement, ça augmente la performance de notre réseau. Bon, au niveau de l'ablation study, comme je le disais, avec la perte auxiliaire, sans la perte auxiliaire de modélisation de la langue, des fois, on a un modèle qui est
plus intéressant. Bon, c'est des miettes là, en termes de performance, là, mais quand même intéressant d'avoir testé ça, somme toute, parce que, bon, ça pourrait être... Mais on voit aussi que c'est un peu... ça corrobore le fait que ça reste un élément de régularisation, d'avoir la perte auxiliaire de modélisation de la langue. Mais dans certains cas, bon, on a des performances somme toute meilleures. En conclusion, différence avec Transformer Decoder. Donc là, on est passé d'Attention Disorder Need à Transformer Decoder. On est à Transformer Decoder à GPT. On a doublé le nombre de couches. On n'est plus à 6 ou 5, je ne me souviens plus. On est rendu à 12 couches. On change l'input dépendamment de la tâche. Et si on va y revenir lorsqu'on va voir BERT. BERT, ici, on le fait au fine-tuning, le changement de l'input. Sinon, on fait juste modéliser la langue. BERT, ce qui est la différence, c'est qu'on ne va pas le faire au fine-tuning, on va le faire même au pré-entraînement, d'avoir un input qui est fait en sorte qu'on peut facilement traficoter nos inputs pour les différentes tâches qu'on a à faire. On a appliqué le modèle à 4 tâches différentes. On les a vues sur 12 jeux de données au total. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a peut-être un petit peu trop de résultats pour que je fasse juste vous présenter des chiffres. Ce que je trouvais intéressant, c'était de voir la Bayesian Study ici. Mais pour voir les résultats sur ces 4 tâches et 12 jeux de données différents, je vous invite à aller voir, à consulter le papier. Et c'est ce qui conclut la partie GPT, l'introduction à GPT. On va se diriger vers GPT-2, qui est une légère variante de GPT au niveau architectural, mais ce n'est pas ça sur quoi on va se concentrer. On va plus se concentrer sur qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver à obtenir des résultats plus intéressants. Et en fait, c'est le contexte d'évaluation de GPT-2 qui est vraiment, vraiment intéressant, où est-ce qu'on va... on va pas venir... Une des apports vraiment intéressants de GPT-2, c'est qu'on n'a pas fine-tuné nécessairement le modèle. On l'applique dans ce qu'on appelle un zero-shot setting, sans donner de signal, sans fine-tuner le modèle a des performances qui sont déjà intéressantes. Donc, c'est ce qui conclut la lecture sur GPT.